L'art de presque savoir, aujourd'hui presque une conférence, art et sciences, et si scientifiques et artistes parlaient le même langage. Aujourd'hui, Pastelou travaille ses exercices de science dans la chambre. Je déteste la science. Je vois pas à quoi ça sert. De toute façon, je veux être artiste. Ah, toujours le même problème. On a déjà parlé de tout ça, Pastelou. Du shampoing et du dentifrice, de la blatte et du cafard, des couleurs complémentaires, qui sont quand même un phénomène d'observation scientifique, de Chevreul, lui-même scientifique. Il faut être un petit peu scientifique pour être artiste. Il est vrai que la façon dont on présente les arts n'aide pas Pastelou. L'art dans nos manuels d'histoire est une illustration. Mais ce tableau, peint au XIXe siècle, et de fait totalement anachronique, peut-il rendre à l'archéologie gauloise sa réalité? Quant au portrait d'Henri II, il devient un document historique sur la façon de s'habiller. Mais surprise, Henri II était plutôt habillé comme ça. Les comptes de sa garde-robe montrent qu'il était grand amateur de robes de couleur orange. L'art est aussi souvent représenté comme un sous-genre littéraire. Sarpédon, personnage de la guerre de Troie, évoque ici moins l'épopée d'Homère que les conséquences de la guerre de 1870. Une capture de la réalité, à l'image d'une photographie. Et pourtant, on en est loin ici avec Tournemine. Comment ça? On dirait quand même bien des éléphants en Afrique. Regarde bien, Pastelou, les choses sont beaucoup plus compliquées. Et le tableau s'appelle Éléphants d'Afrique. Et au crépuscule, dans la savane, on voit des éléphants qui viennent boire à un point d'eau. Mais connais-tu bien les éléphants, Pastelou? Il y a trois espèces d'éléphants aujourd'hui. Pour simplifier les choses, intéressons-nous à l'éléphant d'Afrique et à l'éléphant d'Asie. Sais-tu les reconnaître? L'éléphant d'Asie est à gauche, l'éléphant d'Afrique est à droite. L'éléphant d'Asie est plus petit, il aura des petites oreilles et il va avoir un arrière-train descendant. L'éléphant d'Afrique est plus grand, grandes oreilles et il aura un dos plus droit. Vu de face, l'un a deux bosses sur la tête, l'éléphant d'Asie, une seule bosse pour l'éléphant d'Afrique. Il y a aussi des différences au niveau des dents, des trompes et des pieds. Alors, chez Tournemine, éléphant d'Asie ou éléphant d'Afrique? Il s'agit d'éléphants d'Asie. Petites oreilles, petite tête, arrière-train descendant et deux bosses sur la tête. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Que font des éléphants d'Asie en Afrique? Oui, je me doute, Pastelou, que tu n'es pas scientifique. Le modèle des éléphants a été copié à Paris, au Jardin des Plantes. Et il y avait à cette époque-là, au milieu du 19e siècle, uniquement des éléphants d'Asie. Et c'est comme ça que Tournemine, ayant besoin de modèles, va placer des éléphants d'Asie en Afrique. L'art n'est pas un documentaire, c'est une création sortie de l'imaginaire d'un artiste. C'est ce que va expliquer Véronèse en 1573 lorsqu'il est convoqué devant le tribunal de l'Inquisition pour un tableau qu'on trouve un peu indélicat. Il devait prolonger le réfectoire de San Zanipolo un peu à la façon de la scène de Léonard de Vinci dont nous avons déjà parlé. Le sujet est le repas du Christ dans la maison de Lévi. Mais tout autour, Véronèse a rajouté des tas de personnages qui vont rendre la lecture du sujet compliquée au goût de l'Inquisition. Que signifie la présence de celui qui saigne du nez? Ou alors, pourquoi y avait-il de tels personnages au repas du Christ? Pourquoi des soldats allemands en armes? Et Véronèse va répondre, nous, peintres, nous prenons la liberté que prennent les poètes et les fous, et je fais deux albardiers parce que cet homme pouvait très vraisemblablement, étant grand et riche, avoir de tels serviteurs. L'art n'est pas un documentaire. Alors, qu'est-ce que l'art, te demandes-tu, Pastelou? Question difficile, réponse multiple. L'art est pour moi tout d'abord un langage qui s'est façonné depuis que les hommes le parlent, c'est-à-dire il y a environ 47 000 ans. Il a ses propres codes et il s'inscrit dans une époque. Il faut regarder l'art avec les yeux de ceux qui vivaient à cette époque. Eh bien, cette mouche est un élément de langage en art. Elle va faire référence à un génie, la mouche que Giotto avait peint sur le nez de son maître. Elle est aussi symbolique. Elle peut évoquer la présence du démon que la Bible désigne sous le nom de Seigneur des mouches. Elle est aussi un signe apotropaïque. Elle chasse
l'idée de la mort, mais elle évolue en fonction du contexte dans lequel elle est représentée. Ici, on peut penser qu'elle est là pour montrer la grande habileté de l'artiste à faire ce petit détail sur son trompe-l'œil. Et lorsque Giuseppe Ribera se portraiture ici en Saint Jérôme tenant un crâne et qu'il appose la signature, sa signature sur le crâne, cet homme vieillissant peut se poser la question de son avenir. Le crâne fait partie du langage pictural. Allons donc faire un tour dans les ateliers d'artistes pour voir comment art et science s'interconnectent. Bien évidemment, si vous pensez aux pyramides, vous vous dites bien qu'on n'a pas pu réaliser cela sans l'aide de quelques mathématiciens. L'art et les artistes commencent véritablement à s'associer autour du XVIe siècle avec la naissance notamment des cabinets de curiosité et de la zoologie. Voilà Ferrante Imperato, l'un des plus grands collectionneur de son temps, il va écrire une histoire naturelle. Et bien évidemment, pour illustrer cette histoire naturelle, il va faire appel à des artistes qui vont devenir aussi des sortes de collecteurs de ces cabinets de curiosité en dessinant des planches qui seront diffusées parce que le cabinet de curiosité, c'est un élément d'émulation et on veut montrer aux autres comme le sien est le plus beau. Quand Ulysses Aldrovandi, l'un des premiers zoologues de l'histoire, écrit son histoire naturelle, bien évidemment, il va demander à des artistes de l'illustrer. Pierre Belon va aussi faire appel à des artistes pour illustrer son histoire naturelle. Il va être le premier à parler des dindons nouvellement arrivés sur le territoire européen. Eh bien, ces dindons que l'on peut voir dans le livre de Pierre Belon vont servir à leur tour de modèle à un artiste qui va sculpter un dindon. Et on voit comment l'histoire naturelle va être un passage, un va-et-vient entre les artistes et les scientifiques. Et comment Oudry aurait-il pu dessiner son ananas si les scientifiques n'avaient pas pu le cultiver en pot au château de Versailles? La science va donner aussi des sujets aux artistes. Et puis parfois, ce sont les inventions elles-mêmes qui vont servir les artistes. Prenons un exemple. Impressionniste, cette jeune génération d'artistes qui va développer son art dans les années 60 et pour le faire naître officiellement en 1874. En 1924, on célèbre les 50 ans de la première exposition impressionniste. À cette occasion va naître l'historiographie. L'impressionnisme est donc né en 1874. Il se termine en 1886. C'est un mouvement pictural qui se définit de la façon suivante. Un sujet emprunté à la vie moderne, et qui n'est pas en plein air. La vie moderne, ce sont les gares, c'est l'industrialisation des banlieues et c'est la naissance du tourisme. Et il faut le peindre à l'extérieur, en plein air. C'est la définition. Eh bien, pour ce faire, il va falloir que les impressionnistes puissent aller peindre en plein air. Le développement du surnaturel va beaucoup les aider. Ils vont pouvoir transporter leur peinture grâce aux palettes et aux tubes. Et même la photographie va accélérer la progression des mouvements, va dégager le peintre de son rôle de copier la réalité et va permettre à l'impressionnisme d'immerger. En 1877 a lieu la troisième exposition impressionniste, la seule vraie, dira-t-on. Un grand éclat de rire va naître devant les dindons de Monet. Mais pourquoi donc? Eh bien parce que les dindons sont verts. Outre le fait que ce sont des dindons et que franchement peindre des dindons, ce n'est pas un sujet pour un tableau de cette taille, aussi majestueux, ridicule, des dindons. Mais en plus, ils sont verts. Alors pourquoi sont-ils verts? Non, ils ne se sont pas tachés. C'est l'ombre de l'herbe sur les plumes blanches des dindons. Depuis Newton, on sait que l'ombre est colorée, même si on ne la représente pas. Et Newton, bien sûr, c'est un scientifique. Monet va faire des ombres colorées. L'ombre est colorée de sa couleur majeure. Vous êtes sous un arbre vert, vous êtes vert, ou alors de sa complémentaire. Faisons une petite expérience. Vous allez fixer de l'œil la croix noire, uniquement la croix noire. Lorsque les points roses disparaissent, vous verrez progressivement qu'ils sont remplacés par un point vert. C'est la persistance rétinienne. La rétine va garder en mémoire cette lumière qui va se colorer de sa complémentaire. C'est de la science. Si vous voulez revenir sur toutes ces questions de lumière et de couleur, l'art de presque savoir vous propose la bataille des couleurs. Prenons le cas de l'un des grands événements du milieu du 19e siècle, la publication
par Darwin de son livre en 1859 de l'origine des espèces, dont certains diront comment ne pas y avoir pensé plus tôt, un véritable best-seller. Il va avoir un impact sur les artistes. Degas lut Darwin et il connaît aussi un préhistorien qui s'appelle Le Pic, avec qui il est très ami. Lorsqu'il va sculpter la petite danseuse de 14 ans, il se rappellera de tout ça. Regardez Marie, petite danseuse, pas vraiment jolie. D'ailleurs, lors de sa première et dernière exposition, en 1881, on va la qualifier de vicieuse et de bestiale. Oui, parce que Degas a fait en sorte de la rendre vicieuse et bestiale au regard des spectateurs du 19e siècle. Pour cela, il va utiliser une pseudoscience, la physiognomonie, en s'appuyant sur les écrits de Lavater, qui remet à la mode une théorie qui est quand même tirée de l'Antiquité. Cette théorie propose de reconnaître dans le visage d'un individu sa caractéristique morale et sociale. Lavater va donc diviser le visage en 3 parties: la bouche et le menton, la caractéristique animale de votre personnalité. Depuis Darwin, on est conscient d'avoir conservé des réflexes animaux venant de nos lointains ancêtres, marquage de territoire, reproduction, etc., etc. Le nez et les joues, caractéristiques morales, aptitude à savoir faire la différence entre le bien et le mal. Le front traduira l'intelligence. Plus une partie de ce visage est développée, plus cette caractéristique sera importante dans votre personnalité. Prenons Marie. Marie a un fort prognatisme, menton et bouche avancés. En revanche, son nez a presque disparu et s'efface au niveau des yeux. Et la pauvre n'a quasiment pas de cerveau. Pardon, elle n'a pas de front, donc peu d'intelligence. Marie est un personnage qui va être entièrement gouverné par ses réflexes animaux. Si vous laissez votre personnalité animale prendre le dessus, sans la contrebalancer par l'intelligence ou la moralité, vous allez vous comporter en criminel. Marie est une criminelle et la petite danseuse de 14 ans est une prostituée. C'est ce que veut vous dire Degas et il va donc utiliser la physiognomonie pour cela. Ces théories scientifiques vont être développées et vont permettre notamment les théories de Joseph Gall, qui lui pense qu'en fait, il faut plus que 3 zones, c'est tout le crâne qu'il va diviser en différentes zones. C'est la théorie de la bosse des maths. Si cette zone est plus proéminente qu'une autre, cette personnalité-là va être plus développée qu'une autre. Tout ça conduira à une vision criminelle, puisque peut-être que grâce à ça, on pourrait arrêter le criminel. Les criminels nés existent et donc on pourrait les reconnaître. C'est ce que pense notamment Lombroso, qui va passer sa vie, c'est un universitaire turinois, à collecter des crânes de condamnés à mort, à prendre leurs mesures, à les photographier, à goûter leur urine, à goûter les sels, pour essayer de cartographier ce que pourrait être le criminel parfait. Ça ne fonctionne pas. Landru a malheureusement une belle tête de comptable. Degas va aussi modifier la pente du visage de Marie. Une théorie veut que le modèle parfait serait l'Apollon du Belvédère, avec une face qui est plate et verticale. Plus l'axe de votre visage se penche, plus vous allez vers le singe, vers la bête et vers un manque d'intelligence. L'observation des dessins de Marie montre que progressivement, il va abaisser cette face. Il va d'abord la rendre dissymétrique, pour ensuite la déformer, la pencher et la baisser progressivement, en avançant la bouche et en reculant le front. Et il va accentuer cette pente de plus en plus pour donner cette impression de femme peu intelligente. La danseuse du 19e siècle est perçue par le public comme étant une prostituée et Degas donne à voir la prostituée. Par la suite, Degas va utiliser ces mêmes théories pour parler de prostituées ou encore de danseuses. Les femmes à la terrasse d'un café le soir. Que sommes-nous en train de regarder? Des femmes qui sont en fait des prostituées. Une femme ne va pas au café au 19e siècle, encore moins au milieu de la nuit. Et si vous regardez le visage, il applique la même théorie de la physiognomie. Elles finissent toutes par ressembler à la petite Marie. La fin du XIXe siècle voit une résurgence des monstres dans l'art. Plus que des monstres, des hybrides. Et là encore, il faut voir l'impact de Darwin et de l'évolution. La science va même donner naissance à des mouvements artistiques. Étonnant. Une collectionneuse de fossiles qui vivait en Angleterre au début du 19e siècle. Elle est devenue
très célèbre pour ses découvertes dans les lits de fossiles marins jurassiques dans les falaises le long de la Manche, chez elle. Cela permit à sa famille d'avoir un revenu. Les découvertes de Marie ont contribué à des changements dans la pensée scientifique. Grâce à ces découvertes, un peintre comme Delabèche va inventer un nouveau style artistique. On appellera ça le paléo-art, un mouvement à part entière. Ou encore les découvertes de bouchers de Perthes qui vont donner naissance à la préhistoire. En effet, en découvrant un biface taillé près d'un os de mammouth qui n'existe plus aujourd'hui, il met en évidence que l'homme est beaucoup plus ancien qu'on ne le pensait à cette époque-là. C'est la naissance, en 1859, de la préhistoire. Là encore, artistes et scientifiques vont s'associer. Lorsqu'on va commencer à dire que l'homme scientifique et artiste vont donc travailler de concert pour donner à cet homme préhistorique une image, qui bien évidemment reste, en dépit de l'intervention des scientifiques, une image artistique ou tout du moins empreinte de la croyance scientifique de l'époque. La femme de Néandertal est forcément beaucoup plus sauvage, beaucoup plus bestiale que l'homme de Cro-Magnon, notre ancêtre, qui est sur la droite. Là encore, la peinture s'emparera de ce sujet et un artiste comme Paul Jamin se fera une spécialité de ces sujets préhistoriques. Pastel ou toi-même, tu devrais regarder les scientifiques. As-tu terminé ton exercice d'hier? Le cheval. Le cheval, l'animal le plus représenté dans les arts. Eh bien, le cheval va poser de nombreuses difficultés aux artistes pendant longtemps. En effet, voilà comment un amoureux du cheval comme Géricault va représenter une course. Le galop volant, c'est-à-dire une convention, deux jambes à l'avant, deux jambes à l'arrière. Un cheval, s'il courait comme ça, tomberait sur le ventre. Mais voilà, nos yeux ne sont pas capables d'aller aussi vite et de voir le mouvement exact du cheval au galop. Il faudra donc attendre le 19e siècle, un certain Muybridge, qui pour remplir un pari, va mettre en place une expérience, un hangar, une piste de sable blanc, un cheval, des appareils photographiques qui vont être déclenchés à chaque passage du cheval. Une photo sera prise et on pourra ainsi, grâce à la chronophotographie, voir un cheval galoper. L'année suivante, il tue sa femme et se retrouve en prison. C'est là que Marais va lui écrire. Marais, c'est un scientifique français qui, lui, s'intéresse à la mécanique des corps. Il inventera un fusil photographique et Marais et Muybridge vont décomposer le mouvement. Ça donnera naissance à cet ouvrage, Animal Locomotion, puis Human Locomotion, qui va être très utilisé par les artistes. Et Muybridge fera d'ailleurs des conférences dans l'atelier d'un peintre de cheval célèbre, Meissonnier. On commencera donc à peindre des vrais chevaux au galop, non plus des galops volants. Du coup, ça ne fonctionne pas. On a l'impression qu'à Raisonville, la charge de cavalerie est sur un tapis volant. C'est normal, De Gaulle expliquera très bien. La vérité n'est pas la réalité. La vérité, c'est qu'un cheval galope avec les pieds détachés et se soulevant du sol. La réalité, c'est que nous ne l'avons jamais vue. Donc nous ne pouvons pas regarder cette scène sur un tableau. Elle semble totalement irréelle. Au XIXe siècle, ils observent attentivement les avancées de la psychiatrie. Les leçons du docteur Charcot, peintes ici par André Bouillet, sont publiques. Elles vont permettre aux artistes d'observer les symptômes et de pouvoir les utiliser pour caractériser certains de leurs personnages. Géricault est l'un des premiers à s'emparer du thème en réalisant une série de portraits de malades psychiatriques. La photographie entre à l'hôpital de la Salpêtrière en 1875, en même temps que la jeune Augustine, qui va devenir l'un des mannequins vedettes de la photographie médicale. Avant d'écouter ces patients, comme dira Freud, on va les regarder, les photographier, les filmer. La maladie devient spectacle et ces photos circuleront dans les ateliers d'artistes, devenant des modèles. En effet, il existe dans la peinture des hystériques, des femmes qui entendent des voix et qui, au regard du XIXe siècle, ne sont plus des mystiques, mais des cas pathologiques. Jeanne d'Arc, Sainte Geneviève seront les hystériques de la peinture du XIXe siècle. Les constatations médicales seront utilisées pour donner à ces femmes des airs d'hystériques, les yeux écarquillés, le visage pâle, les mains torturées. Charlotte Corday ne pouvait être qu'une hystérique pour s'attaquer à un homme comme Marat. Tu vois, Pastelou, que les artistes s'intéressent à la science. Tu crois qu'on en a oublié un? Ah oui, le très célèbre et difficile cas Léonard de Vinci. Léonard de Vinci est-il un scientifique? Je crois, Pastelou, que pour essayer de démêler cette histoire, il nous faudra un peu plus qu'une minute de vidéo. C'était l'art de presque savoir, aujourd'hui presque une conférence, et pour la suite de l'histoire de la science et des artistes,
vous avez rendez-vous avec Art et Savoir Conférence. Toutes nos prestations en description de la chaîne et de la vidéo. Et bien évidemment, toutes nos vidéos sont disponibles. À bientôt!